Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa TV. Selon l'OMS, 8,5 millions de nouveaux cas de cancer apparaissent chaque année, dont la plupart se présentent dans les pays en voie de développement, à l'instar du Cameroun. Alors pour tenter de comprendre comment est-ce que ce phénomène est pris en compte sur le plan scientifique de la recherche dans notre contexte territorial, nous nous entretiendrons avec le professeur Blaise Nkegoum, anatomopathologiste, chef de service d'anatomopathologie au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Bonjour professeur. Bonjour, merci d'être venu jusqu'au CHU qui est heureux de vous accueillir. Alors, merci de nous accorder un peu de temps dans ce grand chantier où nous vous trouvons toujours sollicités à gauche et à droite par vos patients, par vos collègues, par vos étudiants. Alors, vous avez commis en 2018, en codirection avec le professeur Jean Yomi, cet ouvrage « Particularités épidémiologiques et thérapeutiques des cancers gynécologiques et urologiques au Cameroun ». En version française et anglaise, il faut le dire, avec une préface de André Mamafouda, ministre de la Santé publique à l'époque. Alors, pouvez-vous déjà nous dire, à partir de cet ouvrage qui nous sert de prétexte, ce qu'on entend par cancer? Disons que les cancers en médecine sont les pathologies les plus graves qui puissent exister finalement, parce que toute cellule humaine peut se transformer et devenir cancéreuse. Il faut dire que l'être humain est constitué d'une unité fondamentale qu'on appelle dans les cellules. Les cellules vont se mettre ensemble selon leur principale fonction pour constituer ce qu'on appelle les tissus. Il existe 4 grands types de tissus dans le corps humain qu'on appelle les tissus fondamentaux qui fondent donc l'être humain, notamment dans les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. Chaque être humain est donc constitué de ces cellules qui se regroupent pour former des tissus. Et les tissus vont se mettre ensemble pour constituer des organes, comme le cœur, comme le foie, comme le poumon, comme le cerveau. Et les organes vont aussi se mettre ensemble, pas de manière anarchique, mais de manière systémique, pour constituer ce qu'on appelle des systèmes, comme le système cardiovasculaire pour le sang, le système digestif pour l'alimentation, le système respiratoire pour la respiration, et ainsi de suite. Vous imaginez donc le nombre de cancers qu'un être humain peut avoir. Donc chacun de ces tissus, chacune de ces cellules, chacun de ces organes peut être atteint de cancer. Vous voyez donc que les cancers, ce n'est pas le nom d'une seule maladie. Il existe des milliers de types de cancers. Et chaque jour, avec les techniques moléculaires, on découvre de nouveaux types de cancers. Et il était donc temps pour nous, après avoir passé 30 ans dans la spécialité, de commencer à immortaliser et à décrire ce qui est de particulier dans notre environnement. Quelles sont donc les particularités de ces cancers étudiés ici, les cancers gynécologiques et urologiques, puisque ce sont eux qui ont été l'objet de cet ouvrage, de cette recherche? Comme je l'ai dit dans mon propos, l'être humain est constitué de systèmes. Le système digestif, le système cardiovasculaire, et il y a donc ce qu'on appelle le système gynécologique, puis le système urinaire. Donc vous voyez donc le livre que nous avons écrit et que nous avons publié cette fois-ci s'intéresse à 2 systèmes, le système gynécologique et le système urologique. C'est pour dire que ce n'est que le début. Il y aura donc d'autres volumes que nous allons écrire sur les autres systèmes du corps humain. Mais nous avons commencé, pourquoi avoir commencé donc par le système gynécologique? C'est tout simplement parce que c'est les cancers les plus fréquents. C'est les cancers les plus fréquents, déjà au Cameroun et même ailleurs, comme nous l'avons dit dans certains de nos chapitres. Donc les cancers de l'appareil gynécologique et les cancers de l'appareil urologique sont les cancers les plus fréquents partout dans le monde. Et chez nous, non seulement ils sont déjà plus fréquents, mais il y a des particularités. D'abord sur le plan épidémiologique, parce que les cancers qu'on trouve chez nous
n'ont pas exactement les mêmes aspects que ceux trouvés ailleurs, d'où l'originalité de ce livre, et aussi l'environnement diagnostique. Nous n'avons pas toujours le même plateau technique, les mêmes moyens pour diagnostiquer nos cancers comme dans les pays un peu plus avancés. Mais si, malgré notre plateau technique, nous sommes tout le temps sollicités dans tous ces pays du monde entier, ça veut dire qu'il y a un environnement de recherche particulièrement séduisant qui fait que nous sommes tout le temps invités dans les autres pays parce que nos cancers ont donc des particularités. Ils se demandent ailleurs comment nous faisons pour pouvoir guérir nos malades vu les particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. Si je prends l'exemple, par exemple, du cancer du sein, qui est le premier chapitre dans notre livre, quelles sont les particularités d'abord sur le plan épidémiologique? Il faut dire que sur le plan épidémiologique, les cancers du sein qu'on trouve au Cameroun n'ont rien à voir avec les cancers du sein qu'on trouve aux États-Unis et en Europe. D'abord l'âge, nos malades sont jeunes, 30 ans. J'ai perdu une patiente de 30 ans la semaine dernière. Donc nos patients ont 30 ans, 35 ans, alors qu'ailleurs, elles ont 50 sur 60 ans. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez grave que Dieu nous a donné. Pourquoi nous donner un cancer à l'âge de 30 ans alors qu'ailleurs, les femmes ont le cancer du sein à 50, 60 ans? Ça, c'est l'âge. Et ce que je vous dis, ce n'est pas seulement dans nos livres, c'est déjà publié partout dans le monde, que les cancers de la femme noire sont des cancers très agressifs. Donc les cancers du sein qu'on va trouver au Cameroun sont des cancers très agressifs. D'abord parce que ça survient tôt, et aussi parce que ça survient chez la jeune femme, c'est aussi agressif. Et en plus, on s'est rendu compte partout, après avoir fait des recherches, que ces cancers ont des aspects histologiques et moléculaires différents de ce qu'on trouve dans le monde. Pourquoi? Parce que nos patients ont donc un type particulier qu'on vient de décrire dans la littérature qu'on appelle un cancer triple négatif. C'est quoi le cancer triple négatif? C'est un cancer qui n'exprime pas des récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et une molécule récemment décrite qu'on appelle l'oncogène ERBB2. Et c'est une particularité très grave. Je suis sûr que dans le futur, ça fera l'objet probablement des prix Nobel parce que ce cancer qu'on appelle le carcinome triple négatif, qu'on trouve chez les jeunes noirs, que ce soit au Cameroun ou les noirs qui ont migré aux États-Unis, c'est un cancer qui ne répond pas à certains types de traitements. D'où la gravité. Donc, les nouveaux médicaments qu'on a découverts ne peuvent pas guérir nos malades. C'est assez grave, c'est dramatique. Ce sont des cancers chimiosensibles, ce sont des cancers qui donnent ce qu'on appelle des métastases cérébrales très fréquentes. Donc, nos patients, là, j'ai des photos des patientes qui sont décédées à 30 ans, 35 ans, et c'est extrêmement grave. Autre chose, c'est que ce sont des cancers qu'on ne peut même pas dépister par des techniques de mammographie. Vous savez qu'en Europe et aux États-Unis, on va introduire le dépistage du cancer à 50-60 ans chez des femmes en faisant ce qu'on appelle les mammographies de dépistage. Donc, on leur fait des radiographies du sein qu'on appelle mammographie pour détecter des lésions et pouvoir les guérir. Or, chez nous, si vous attendez donc 50 ans pour venir faire le dépistage, vous êtes mort à 30 ans. C'est assez grave comme problème et il était temps de décrire ça dans nos livres. Donc, ce sont des cancers qu'on va trouver chez les jeunes filles, 30, 35 ans, 40 ans, et elles vont donc mourir avant même d'atteindre l'âge du dépistage reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont des cancers assez graves qu'on appelle donc les cancers triple négatifs que nous avons décrits dans notre livre. Et à côté de ça, il y a d'autres types de cancers qu'on trouve dans notre environnement épidémiologique, notamment le lymphome de Burkitt qui était déjà décrit par le professeur Nomangou, qui a d'ailleurs reçu un prix aux États-Unis à cause de cette description. C'est une forme de cancer, j'ai des photos qu'on va revoir pendant la cérémonie, il y en a dans le livre. Ce sont des cancers qui touchent les deux seins. Ce sont des cancers qui touchent les deux seins et ce sont des cancers qu'on ne peut pas soigner par la chirurgie. Vous voyez ce que Dieu nous a donné. Alors qu'ailleurs, un petit nodule dans le sein, on enlève la boule, le malade est guéri. Chez nous, ça touche les deux seins et on ne peut même pas enlever. Donc ce sont des particularités épidémiologiques assez particulières. Chez l'homme, si on va chez l'homme, je ne vais pas décrire tous les cancers gynécologiques, il y en a dans le livre, il y a ce qu'on appelle le cancer de la prostate, qui est déjà fréquent partout dans le monde. Yeah. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le cancer de la prostate chez l'homme de 40 ans, 45 ans, donc chez les hommes jeunes.
Et donc, on ne va pas attendre l'âge du dépistage pour chercher ces cancers. Et on s'est même rendu compte que la plupart des Noirs africains qui ont migré aux États-Unis ont probablement migré avec des gènes qui aujourd'hui font que le cancer de la prostate du sujet noir aux États-Unis fait l'objet de nombreux financements pour la recherche. Donc, le livre que nous avons écrit, ce n'est pas seulement pour les Camerounais, c'est pour toute la race noire, parce que nous avons des particularités sur le plan épidémiologique qui font que nous sommes assez recherchés. En plus de ces facteurs qui sont l'âge, il y a les virus. Les virus, c'est un autre facteur qui font que nos cancers en Afrique équatoriale en général sont assez recherchés parce que ce sont des cancers particuliers. 20% des cancers sont dus à des agents infectieux. Ça, ce sont des données de l'Académie française de médecine. 20% des cancers sont dus à des agents infectieux. Ce qui est quand même assez grave parce que ce sont des cancers qu'on pouvait prévenir puisqu'il suffit de ne pas être infecté. Ce sont les cancers de l'estomac avec l'Helicobacter pylori. Ce sont les cancers du foie que nous allons décrire dans un autre chapitre, dans un autre volume du livre, avec l'hépatite B et C. Nous avons encore perdu des patients ici il n'y a pas longtemps, dont les cancers du foie. Et il y a le cancer du col de l'utérus, qui représente notre deuxième chapitre dans ce livre, qui est dû donc à un virus qui a fait l'objet d'un prix Nobel il n'y a pas longtemps, le Human Papillomavirus. Et nous avons donc tous ces cancers chez nous, alors qu'ailleurs, ce sont des cancers qui n'existent presque plus. Sans oublier donc la maladie de Kaposi, l'OHIV, qui sont venus à envenimer notre environnement de diagnostic et de recherche et de soins pour les malades atteints de cancer. Donc nous avons toutes ces particularités qui font que ce sont des particularités liées à l'environnement, à la nature, qui font que le livre sur le cancer, il y en aura plusieurs volumes, parce que les malades que nous voyons ici, on ne les voit nulle part ailleurs. Les gènes qu'on voit chez nous, on ne les trouve nulle part ailleurs et ça intéresse la communauté mondiale en général. Alors, sur ces particularités, je sais les causes, arrêtons un peu sur la disparité liée à l'âge. Qu'est-ce qui peut justifier cet âge? Par exemple, dans notre contexte, on diagnostique ou alors on identifie, on attrape, on va le dire ainsi, le cancer un peu plus tôt, alors que dans d'autres espaces, ceux qui sont les plus avancés, c'est un peu plus tard. Pour le cancer du sein, 40-50 ans pour les dames, cancer pour la prostate, c'est un peu plus âgé chez les hommes. Qu'est-ce qui justifie cette disparité? Je sais que j'imagine que les recherches ne sont pas très avancées là-dessus, mais selon vous supputez quelque chose. Si on connaissait la cause, on ne devrait plus chercher. C'est justement pour ça que je dis que on ne sait pas pourquoi Dieu nous a donné ça. Et ça va faire l'objet de plusieurs autres années de recherche. Et heureusement que nous sommes dans toutes ces équipes. Et nous allons nous battre pour trouver, sur le plan génétique, pourquoi est-ce que nos cancers surviennent plus tôt, pourquoi est-ce que nos cancers résistent au traitement, pourquoi est-ce que le noir qui quitte le Cameroun va faire ses études aux États-Unis, arrive là-bas et développe le même cancer, alors que c'est un pays dit riche. C'est un pays riche, donc est-ce que dès la génétique, est-ce que nos grands-parents n'avaient pas déjà tous ces gènes? Est-ce que ces gènes n'ont pas muté entre-temps? Pourquoi est-ce que même quand c'est quelqu'un qui part du Nigeria, d'Afrique du Sud, il arrive aux États-Unis, il développe le même cancer sous sa forme agressive? Donc ce n'est pas un problème de Cameroun, c'est un problème d'environnement et les recherches sont en cours. Alors dans notre contexte territorial, est-ce qu'il y a des zones qui sont davantage touchées que d'autres? Et également, seconde question dans cet aspect, est-ce qu'il y a une tranche de la population qui est plus touchée que l'autre au Cameroun? Non, il n'y a pas de zone qui soit plus touchée que d'autres, pas de tranche qui soit plus touchée que d'autres. Par contre, ce qui a de différent, c'est la présentation tardive. La présentation tardive devant un médecin spécialiste. Il faut dire que pour le Cameroun, les spécialistes dans le domaine, il y en a une vingtaine. Dans un pays de plus de 24 millions d'habitants. Alors que dans un pays comme la Suisse, vous avez près de 2000 spécialistes pour le cancer pour 8 millions d'habitants. Donc, vous avez plus de 1000 spécialistes pour le cancer pour 8 millions d'habitants.
alors qu'ici, une vingtaine pour 25 millions d'habitants. Donc, nous, on a été en Suisse pour la formation. Donc, il faut voir déjà la disparité sur le problème du personnel. Et ces quelques spécialistes sont entre Yaoundé et Douala, et parfois à Bafoussam. Et à Bafoussam, je vous l'ai dit, il y en a qui partent déjà à Garoua. Donc, c'est dit que les spécialistes, même déjà pour poser le diagnostic, il n'y en a pas. Donc, la disparité n'est pas liée à l'environnement, la disparité est liée aux ressources humaines, aux ressources financières, parce que 90% des malades vont mourir sans même connaître leur diagnostic. 90% des malades atteints de cancer vont même mourir sans pouvoir arriver jusqu'au CHU, sans arriver à la Quintini ou à l'hôpital général pour pouvoir avoir leur diagnostic parce qu'ils n'ont pas accès aux spécialistes. Il nous arrive, grâce au soutien des bailleurs de fonds, d'aller dans ces milieux, dans ces villages où nous rencontrons ces malades qui sont donc nos grands-parents, qui sont des grands-mamans. Les grands-mères, on les retrouve là-bas dans les villages, abandonnés à eux-mêmes. J'en ai vu une cinquantaine chez un marabout. Il les a hospitalisés dans la forêt. Il était en train de leur donner des potions indigènes. J'ai les adresses parce que le cancer est tabou. Et ces malades vont mourir sans... Parfois même, ils viennent d'avoir l'hôpital. On lui donne le diagnostic, il rentre avec le malade dans la forêt, il commence à lui donner des écorces. J'ai les dossiers. Tout ce que vous voyez là, ce sont des dossiers des malades. Il rentre dans la forêt, il commence à leur donner des écorces. Parfois parce qu'on a donné le prix de la chimiothérapie. Parfois parce qu'on a dit que l'appareil de radiothérapie est dans une autre ville et il ne connaît personne dans ces villes. Ou alors, ça c'est encore plus grave, les malades à qui nous disons qu'on va les opérer. Alors là, c'est la dramatique. Ça, c'est dramatique. Le déni. Parce que quand vous dites à une jeune femme de 30 ans que vous allez enlever son sein, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit, bon, professeur, ok, j'ai compris. Je vais faire la photocopie en face et je reviens vous donner. Mais dès qu'elle sort, vous ne la revoyez plus jamais. Donc, le fait qu'on lui dise qu'on va enlever son sein, elle ne reviendra plus jamais. Pareil pour les hommes, si vous leur dites que vous allez enlever leur prostate, ils ne reviennent plus. Donc, il y a beaucoup de composants dont les disparités ne sont pas liées donc, à l'âge ou à l'environnement, mais à la conception de la maladie, au déni du diagnostic, à l'insuffisance des personnels. Je vous ai donné mon parcours. Il a fallu plus de 25 ans pour arriver là. Donc, combien de Camerounais vont accepter de faire 25 ans de sacrifice après le doctorat? Je crois qu'ils préfèrent aller ouvrir des snacks. Alors, je voudrais revenir sur le cadre anthropologique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas davantage, il n'y a pas une dimension anthropologique? Parce que le cancer peut être considéré comme un tabou dans notre contexte, que c'est la maladie du blanc. On va le dire ainsi. Chez nous, on considère que le cancer, c'est la maladie du blanc. Ouais. Et du coup, quand on dit à quelqu'un qui souffre d'un cancer, ça peut paraître... Donc, est-ce qu'il n'y a pas une faille de communication des spécialistes ou alors des personnes qui sont concernées quotidiennement par ça? C'est tout un grand vide sur le plan de la communication, parce que la plupart des pathologies sur lesquelles on a toujours communiqué, c'était le paludisme, avec les moustiques, les insecticides. Après, il y a eu le VIH-Sida, qui a été l'objet de beaucoup de communication. Heureusement qu'aujourd'hui, la maladie est plus ou moins contrôlée. Mais il faut bien comprendre que depuis 50 ans, je dis bien depuis 50 ans, le cancer a toujours été une maladie abandonnée partout dans le monde. Il n'y a que depuis 2-3 ans, quand il y a eu la conférence des chefs d'État à New York, où les gens ont ratifié la Convention mondiale de la lutte contre le cancer, que les financements ont commencé à faire bouger les communications pour la lutte contre le cancer. Donc, ce n'est pas une affaire uniquement du Cameroun, c'est un engouement mondial, parce qu'on s'est rendu compte que c'est devenu la première cause de mortalité partout dans le monde. Avant le paludisme? Ben oui. Ça, il faut le savoir. Le cancer tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose, tous trois réunis. D'accord. Merci pour cette information qui permet déjà d'alerter le public et ceux qui regarderont davantage sur ce phénomène. Alors, sur la recherche de manière préventive, qu'est-ce qui peut être fait par le citoyen lambda qui est au courant du cancer, de ce qu'est le cancer et tout, pour prévenir le cancer,
pour identifier, est-ce qu'un IRIS peut se permettre d'identifier un certain nombre de signes cliniques, ou alors comment anticiper sur le traitement et autres? C'est la solution pour la lutte contre le cancer. Il faut anticiper sur la maladie. Il faut savoir donc que, d'une manière générale, 1/3 des cancers peuvent être prévenus. Donc, si on respecte le style de vie, si on prend tous ces vaccins, si on ne fume pas, on peut prévenir 1/3 des cancers. 1/3 des cancers peuvent être prévenus. Le 2e tiers des cancers peuvent être diagnostiqués et guéris. Ça veut dire que si malgré ce que je viens de citer, la vaccination, le style de vie, la lutte contre l'obésité, le sport, la lutte contre le tabac, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, si on évite tout ça, le 2e tiers des cancers, par exemple le cancer de la prostate, pour lequel il n'existe pas de vaccin, donc on ne peut pas le prévenir, mais on peut le diagnostiquer à temps. Donc il entre dans le 2e tiers. On peut le diagnostiquer à temps. Si les patients peuvent faire leur dépistage annuel, le toucher rectal, le dosage du PSA, à partir de 45 ans chez nous, par exemple, c'est sûr qu'ils vont pouvoir échapper au cancer de la prostate. Donc le 2e tiers des cancers peut être prévenu, peut être diagnostiqué à temps. Le cancer du sein entre aussi dans ce chapitre. Il n'y a pas un vaccin contre le cancer du sein. Par contre, il y a un vaccin pour le cancer du col de l'utérus et un vaccin pour le cancer du foie. Pour le cancer du sein, qui est le premier chapitre dans notre livre, il n'y a pas de vaccin. Donc il n'y a pas de possibilité de le prévenir. Par contre, on peut le diagnostiquer à temps lorsqu'il est encore 1, 2, 3 cm. Et c'est à ce moment-là qu'on peut le guérir. Donc, 1/3 des cancers peuvent être prévenus. Le 2e tiers des cancers peut être diagnostiqué et guéri. Donc, finalement, il n'y a qu'1/3 des cancers dont on n'a pas encore la solution de guérison. Mais on a quand même la solution palliative. C'est l'exemple des cancers du cerveau. Vous avez un glioblastome chez une maman de 80 ans. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de méthode pour prévenir. Ça arrive tout seul et le malade va s'en aller. Le cancer du rein, il figure dans ce livre. Le cancer du rein, il n'y a pas de miracle. Le cancer du pancréas qui a tué Steve Jobs, malgré tous les milliards de dollars, il n'y a pas de solution pour le cancer du pancréas. Donc, la cancérologie, c'est par type, par chapitre. Il y en a pour lesquels la solution est connue. Il y en a pour lesquels, quel que soit les nombre de milliards que vous avez, la médecine n'a rien prévu. Alors, sur le traitement, déjà première question, peut-on guérir d'un cancer? Deuxième question, quels sont les moyens de traitement du cancer ou des cancers? Donc, comme je disais tantôt, jusqu'à 2/3 des cancers ne devraient pas entraîner la mort. On peut diagnostiquer et traiter. La méthode la plus efficace pour guérir la plupart des cancers, c'est la chirurgie. Comme je vous dis, le cancer, c'est une tumeur, c'est une boule. Il faut couper et enlever la tumeur. Malheureusement, même en Europe, même aux États-Unis, la plupart des malades, beaucoup de malades vont arriver au stade où on ne peut plus faire la chirurgie. Au stade où on ne peut plus faire la chirurgie. Même en France, où une femme sur 10 a la chance de développer un cancer du sein au cours de sa vie, vous avez jusqu'à 30 000 Françaises qui vont arriver à un stade qu'on ne peut plus opérer. Combien de fois dans un pays comme le nôtre? Donc, beaucoup de malades qui ne sont pas opérés vont donc subir d'autres types de traitements. Le deuxième type de traitement que nous utilisons beaucoup, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. La chimiothérapie, voilà, j'ai un médicament ici qu'on appelle la doxorubicine. C'est un médicament que j'utilise pour soigner les malades de cancer du sein. C'est un vieux médicament qui est très utile, avec lequel nous faisons donc la chimiothérapie. Ce sont des médicaments comme les autres, mais qui doivent être manipulés par des spécialistes en la matière. Donc nous utilisons beaucoup la chimiothérapie pour les cancers, pour traiter les cancers, malgré ses effets indésirables, qui peuvent être la chute des cheveux, le manque d'appétit, les difficultés, la diarrhée. Et donc ces traitements parfois agressifs
rendent les malades peu compliants et les malades vont parfois refuser la chimiothérapie. D'autres vont abandonner le traitement en cours de route. Donc, à part la chirurgie, nous avons donc la chimiothérapie et il y a d'ailleurs des cancers, comme je vous disais, les lymphomes dans le sein qui ne peuvent être traités que par la chimiothérapie. Donc, il y a des cancers qu'on ne peut pas opérer, pour lesquels on ne peut faire que la chimiothérapie. La troisième arme que le professeur Yomi a utilisée pendant toute sa vie, c'est donc la radiothérapie. Il était parmi les premiers à utiliser la radiothérapie pour traiter le cancer au Cameroun après sa formation à Villejuif en France. Il a donc été à l'hôpital général pendant plus d'une trentaine d'années pour utiliser les rayons qui sont donc la troisième arme pour traiter le cancer et qui est incontournable dans le traitement des cancers. Je connais des malades qui partent des autres pays africains pour venir ici chez moi en consultation parce que nous avons un plateau technique un peu plus avancé que le Tchad, que la Guinée équatoriale, que la RCA. C'est l'occasion de le dire. Donc nous recevons des malades de ce pays-là qui viennent ici. Même quand on part au congrès de la francophonie, on est souvent un peu supérieur à certains pays voisins. Donc le Cameroun n'est pas complètement désœuvré. Donc nous avons quelques armes. Donc la radiothérapie, ça marche, ça soigne le cancer, ça guérit le cancer de la prostate. Radiothérapie seule, ça peut guérir un cancer de la prostate, donc sans que le malade ne soit opéré. Donc nous avons des armes comme donc la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et il y a donc depuis quelques années, et c'est pour ça que ça bouge dans la cancérologie, ce qu'on appelle les nouvelles thérapies. Les nouvelles thérapies qui sont ce qu'on appelle des thérapies ciblées, qui vont aller bloquer des récepteurs au niveau des cellules pour permettre à l'organisme ou à la cellule de disparaître. Ce qu'on appelle donc des thérapies ciblées, par exemple dans le cancer du sein et dans tous les cancers actuellement, il y a donc ces nouvelles thérapies. Mais ce sont des thérapies qui coûtent cher, donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Le message à passer à la population, c'est un message de prévention, parce que nous n'allons jamais pouvoir acheter ces thérapies ciblées, parce qu'elles coûtent cher. Je connais des thérapies qui coûtent 20 millions par mois pour un cancer du sein, et le malade peut en prendre pendant 5-6 ans. Donc c'est hors de prix. C'est hors de prix. Les malades ne pourront pas dépenser 20 millions par mois pendant 5-6 ans pour prendre un traitement contre le cancer du sein métastatique, alors qu'il aurait suffi juste de palper ses seins régulièrement. Alors, sur les infrastructures, vous disiez tout à l'heure que le Cameroun n'est pas totalement désœuvré. Et alors, quels seraient les chantiers, selon vous, s'il vous était donné d'orienter ou bien de conseiller ceux qui les décideurs, ceux qui ont les capacités financières ou les bailleurs de fonds, quels seraient les chantiers infrastructurels à prioriser? Le chantier est déjà en cours. Le chantier est déjà en cours. Le président de la République d'Italie était au Cameroun il y a quelques années. Il a été reçu par notre président de la République. Donc, il y a déjà un ordre présidentiel pour la construction d'un centre de cancérologie au Cameroun. C'est un décret, c'est un financement du chef de l'État. C'est en cours, c'est déjà là. Donc, il n'y a pas de voie plus autorisée. D'accord. Alors, un dernier mot sur le cancer? Le dernier mot, c'est que le cancer, il faut le prendre positivement. Il faut cesser de mystifier le cancer. Il faut cesser de dramatiser. Il faut apprendre à annoncer la nouvelle à la famille pour que le traitement soit accepté par les malades. Il faut savoir que depuis plus de 50 ans, ça dormait. Aujourd'hui, grâce à tous les bailleurs, grâce à tous les instituts de recherche, le cancer est devenu une priorité et la solution pour 2/3 des cancers est déjà disponible. Rapprochez-vous des spécialistes. Alors, merci professeur Nkegoum pour cet entretien. Nous rappelons que l'ouvrage qui était le prétexte de cet entretien est celui-ci, Particularités épidémiologiques et thérapeutiques des cancers gynécologiques et urologiques au Cameroun, co-dirigé avec le professeur Jean Yomi, avec une préface d'André Mamafouda, en version française et anglaise. Mesdames, Messieurs, espérons que vous en savez un peu plus sur le cancer. Nous vous donnons un autre rendez-vous sur Africa TV, en vous rappelant que la cérémonie de dédicace de cet ouvrage aura lieu jeudi prochain, 16 juin, dès 13h, à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. À très bientôt.